Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Dealmakers Show, un programme intéressant. Aujourd'hui, on se concentre sur la création de valeur pour les entreprises sous LBO ou accompagnées par un fonds d'investissement comme un venture par exemple. On y reviendra dans un instant. J'ai avec moi 4 experts. Je commence par vous les présenter tout à ma gauche. Éric Dodin. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous, président associé d'Exé. Exé, c'est une entreprise qui a été montée pour apporter un soutien opérationnel du vrai conseil des vrais dirigeants qui eux-mêmes ont été sous LBO avant, qui fédèrent autour de des advisors et qui viennent aider les fonds dans leur part. Ben voilà, tu as tout dit. C'est une entreprise qui est encore jeune, moins d'un an, qui a pour particularité d'avoir un actionnaire qui est un cabinet de services et de conseil RH, Grant Alexander. Parce qu'in fine, même, on est là pour créer de la valeur. Et d'ailleurs, on s'appelle Value Creation Partners pour faire tendance. La particularité, c'est que nous croyons plus que tout qu'à la fin, c'est vraiment une affaire d'efficacité et d'adhésion et d'engagement des collaborateurs. Donc voilà, oui, et entreprise qui est en pleine croissance. Et on est ravis d'être là avec Anne-Sophie et Eric aujourd'hui. Créé il y a 6 mois. Ouais, 10 mois à peu près. 10 mois. Bon, long live Exé. Mais on reviendra sur Exé dans un instant pour présenter notre 4e intervenant, Éric Dejoie. Éric, bonjour. Bonjour. Chairman of the Supervisory Board de MBO+, un des associés fondateurs de MBO+. MBO+, magnifique histoire. MBO initialement, MBO Capital, et puis MBO+. MBO partenaire, devenu MBO Co, puis devenu MBO+, puisque maintenant nous sommes une plateforme. Voilà, depuis un projet que nous avons mis en œuvre depuis 3 ans, nous sommes effectivement une plateforme depuis l'année dernière, puisque maintenant nous pilotons 3 stratégies en parallèle. Une stratégie majoritaire au travers de notre fonds MBO Capital, une stratégie minoritaire au travers de notre fonds MBO Flex et une stratégie de buy and build européen au travers de notre fonds MBO Buy and Build. Donc voilà, donc je gère un peu plus d'1 milliard. On a levé 1,3 milliard depuis notre création en 2002. Magnifique. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui une 30aine de collaborateurs dans la plateforme. Et vous avez d'ailleurs, je crois, même fait un gros sujet de gouvernance en permettant à tous les collaborateurs effectivement de... Voilà, donc on vient d'achever un processus de transition et de transmission qui a été initié il y a maintenant plusieurs années avec la mise en place d'un directoire l'année dernière, donc, qui est aujourd'hui présidé par Xavier de Prévosin, moi-même devenant président du conseil de surveillance, et une opération de MBO que nous avons... Sur MBO+. Sur MBO+, voilà, puisque les presque 30 collaborateurs... De MBO sont devenus les actionnaires de la société de gestion, sont tous devenus actionnaires de la société de gestion à la faveur de la cession donc, du capital par mon associé Richard Broche depuis l'origine et moi-même. Donc non seulement on a un fonds d'investissement, mais ils font du Minot, du Majo et du build-up. En Value Creation, on devrait avoir un bon client. Merci Éric Dejoie d'être avec nous. Juste à ma droite, Anne-Sophie Delage. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mathieu. Vous êtes Head of Talent au sein de Brega. Brega, c'est un fonds de venture qu'on connaît bien sur la place parisienne, mais pas que, puisque vous avez des bureaux également, je crois, à Londres. À Londres, Barcelone, et puis on a lancé des bureaux... Afrique. Exactement, on est au Nigeria et en Afrique du Sud. Donc c'est un fonds de venture qui est très très bien connu, 700 millions AUM. Pour un fonds de venture, ça démontre bien toute la place que vous occupez, puisqu'effectivement, on est sur des tickets légèrement inférieurs à ce que peut faire Eric avec ses associés dans le LBO. Mais du coup, effectivement, avec des super returns, des belles success stories. Et dans le venture, on parle aussi beaucoup de value creation, parce que alors là, la peinture est pas sèche, les produits sont peut-être... voilà, les marchés sont-ils matures, les process à mettre en place. Donc, sur la partie vraiment entrepreneuriale, création et scale-up, ça va être super intéressant de vous avoir. Je le rappelle, Anne-Sophie Delage, vous êtes Head of Talent, donc vous vous occupez de savoir si les personnes sont au bon endroit et en face des bons besoins pour vos portefeuilles. Ouais, c'est ça. On a, dès la création de Brega, en fait, monté cette équipe scaling, qu'on appelle scaling, puisque l'objectif, c'est le scale des boîtes. Et donc, on accompagne les startups de manière très opérationnelle, très concrètement, sur les sujets RH, évidemment. C'est un des piliers forts depuis le début. Mais pas que. Également sur les sujets de growth, sur les sujets de brand marketing, sur les sujets ESG et financiers également. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alexandre Rispal, associé au sein d'Exé. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Donc vous êtes avec Eric, vous avez fondé donc Exé, donc on le disait, qui est soutenu par Grant Alexander par ailleurs. Vous également, vous avez une carrière au sein du Value Creation dans les différentes structures que vous avez connues, et je crois que vous avez une connaissance particulière du monde financier par ailleurs.
Alors effectivement, j'ai eu un début de carrière dans le monde des grands groupes au démarrage comme dirigeant de filiale ou CRO, et puis j'ai basculé assez vite dans la potion magique de la création d'entreprise en 2016 en entrepreneur. Et du coup, j'ai baigné dans le monde des scale-up pendant pratiquement 10 ans, et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Eric à cette occasion-là. Et aujourd'hui, du coup, réunis par une passion, effectivement, avec Grant Alexander, qui sont le leadership, la tech appliquée opérationnelle au service de la création de valeur dont on va reparler. Merci infiniment à tous. Alors, on vient de faire l'introduction des talents qu'on a autour de la table, des leaders qu'on a autour de la table. Moi, j'avais une première question pour entrer dans le sujet. La création de valeur, quand on parle à un public averti, bon, les gens se disent effectivement, sous LBO, ça s'entend bien, on a une période à vivre ensemble, mais je vous ai demandé de préparer chacun, pour vous, votre définition à vous de la création de valeur en 1 minute. Et on était avec Alexandre, on commence par vous. Pour moi, la création de valeur aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans les tableaux Excel. La création de valeur, déjà, c'est un alignement d'intérêts. Un alignement d'intérêts entre les actionnaires, le board, les dirigeants, et ensuite, c'est identifier des sujets concrets sur lesquels on arrive à délivrer des roadmaps opérationnels. Et on accompagne sur l'exécution. Nous, aujourd'hui, c'est notre ADN chez Exé, accompagner à côté des dirigeants pour déployer des stratégies de développement. Ça peut être du B2B, ça peut être des sujets de développement un peu plus capitalistiques. Mais c'est ça aujourd'hui la création de valeur, ça se mesure et ça se fait aussi dans un lien humain. Merci. Donc l'alignement d'intérêt et la mesure et la performance. Eric, vu que tu es également chez Exé, je te fais rebondir sur la définition d'Alexandre. Oui, écoute, ça ne te surprendra pas, je suis à peu près d'accord avec ce qu'il a dit. Et en fait, tellement d'accord que je cherchais ce que je pourrais rajouter. Donc tout simplement peut-être rappeler un élément de contextualisation. En fait, la création de valeur, c'est tout ce qu'a dit Alexandre, tout ce qu'on va dire, mais je pense d'abord, elle doit être amenée à un contexte. Si on est dans une création de valeur post-acquisition, si on est dans une création de valeur de LBO, si on est dans une création, etc., et in fine, on en parlait avec Eric, je pense qu'Eric pourra rebondir là-dessus, on en parlait hors antenne, la création de valeur, il ne faut pas se tromper, et bien la définir. Elle est financière ou elle n'est pas financière. Mais il faut bien se rappeler que dans l'industrie de la gestion d'actifs et de l'investissement, in fine, on sait pourquoi les fonds investissent. Merci beaucoup, Eric. Anne-Sophie, la création de valeur pour Anne-Sophie Delage, Head of Talent chez Brega. Ouais. Alors, en VC, nous, on investit entre la Précide et la série B. Pour nous, la création de valeur, apporter de la valeur, c'est permettre aux startups de devenir des entreprises complètes. C'est quoi une entreprise complète ? C'est une entreprise qui va être structurée. Donc, c'est de la structuration dans ses process, dans son efficacité, pour ses équipes, dans sa proposition de valeur, dans son produit. C'est une entreprise qui est résiliente sur son marché, et notamment les contextes de marché qu'on connaît. Donc, c'est de la résilience. On les accompagne sur des sujets de pivot, sur des sujets d'internationalisation, sur des plans d'efficacité opérationnelle, sur des plans de départ, malheureusement parfois. C'est aussi une entreprise complète, c'est aussi une entreprise qui est attractive et qui est désirable pour ses clients. Merci Anne-Sophie. L'entreprise complète. C'est une belle mission. Eric Dejoie, chez MBO+, pour vous, c'est quoi la création de valeur ? Alors, c'est un sujet intéressant. Moi, je vais prendre le sujet un peu par un autre angle. Déjà, je vais dire quel est notre enjeu de création de valeur, nous, en tant qu'investisseurs. Donc, nos clients, nos LP, nous confient des capitaux pour créer de la valeur, on va dire, même pas financière, de la valeur monétaire. Ils nous confient 100 € pour que, dans 7 ans, dans 8 ans, on leur rende 200 €. Ça, c'est le métier. Et comment on le fait ? En construisant des portefeuilles. Nous, on délivre une performance de portefeuille et nous sommes jugés sur la qualité de déploiement de l'argent qui nous est confié et la fiabilité dans la construction de valeurs financières et la capacité à dérouler notre stratégie, à mettre en œuvre cette création de valeur financière avec un très bon niveau de fiabilité. Et ça renvoie bien sûr au modèle opérationnel de l'investisseur, la manière dont on fait notre métier, dont on construit nos portefeuilles. Jamais oublier qu'une performance pour un LP, c'est issu de la construction d'un portefeuille, c'est une performance de portefeuille. Et à ce stade, il me paraît important de souligner précisément qu'une des confusions qui est faite, c'est entre le prix et la valeur. C'est-à-dire que des acteurs de l'investissement, ils échangent des prix. Ces prix, surtout dans un marché qui est très alimenté par des transactions entre acteurs financiers, il est essentiellement formé à partir de 2 paramètres. Un, le paramètre de la compétition entre acteurs. Le marché étant aujourd'hui un marché assez efficient, très intermédiaire. Et le deuxième, par l'anticipation que l'on peut faire de la manière dont les acteurs financiers vont se comporter dans 3 ou 4 ans, ce qu'on va en vendre.
L'exit, quoi. Donc, l'exit, préparer l'exit au moment de l'invest. Quel est le lien entre ce prix et la valeur financière, pour autant qu'on puisse admettre que la valeur financière, c'est quelque chose qui a un rapport avec une réalisation de cash flow. En fait, ce lien, il n'est pas si évident que ça. En fait. Précisément, qu'est-ce qui se passe dans des marchés qui peuvent parfois dysfonctionner, c'est que lorsqu'il y a des écarts qui se créent entre le prix et la valeur, il peut se former ce qu'on appelle des bulles. Et il y a une troisième notion qu'il faudra introduire, c'est la valeur stratégique. La valeur stratégique qui elle-même est portée, incarnée par le dirigeant d'entreprise, qui a en charge la création de valeur stratégique sur le moyen terme, là où l'investisseur va rester actionnaire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc un pacte avec un dirigeant se construit au fond dans une espèce de compromis, dans une espèce de pacte de compromis entre la création de valeur stratégique portée, incarnée par le dirigeant, et la création de valeur financière, qui est l'objectif de l'investisseur financier qui va rester à 3 à 4 ans sur des temporalités différentes et avec des objectifs qui sont bien sûr alignés, mais qui sont quand même fondamentalement différents. Donc il ne faut jamais perdre de vue que c'est au travers de cette tension que se crée le pacte entre une équipe dirigeante et un investisseur. Et tu boucles la boucle en parlant de l'alignement d'intérêts dont parlait Alexandre en introduction, on y est totalement finalement. Alors, non, précisément, on est en partie sur des alignements d'intérêts, mais si on considère, par exemple, qu'un des premiers enjeux stratégiques d'une entreprise, c'est sa pérennité à très long terme, et que les décisions engagées par le dirigeant vont être essentiellement animées par la question de savoir si ces décisions vont être bonnes pour la pérennité à très long terme de l'entreprise, elles ne sont pas totalement alignées. C'est pour ça que je parle d'un compromis. C'est-à-dire qu'effectivement, on est au service de deux créations de valeur qui sont en partie synergiques, mais pas totalement. Et donc, c'est bien un pacte, et c'est bien une mise sous tension entre les deux qui permet en fait de faire des choses intéressantes et vertueuses, et dans le respect aussi de la mission, du rôle de chacun et des savoir-faire de chacun. Et alors, je me demandais, j'entends scaling team, j'entends qu'ici, on a bien réfléchi au terme de création de valeur et que l'accompagnement se fait avec une mise en tension de différents aspects qui sont pris en compte par MBO+. Je me tourne vers Exe, vers Brega, vers MBO+. La création de valeur et la façon d'accompagner, je parle de moyens, je parle de ressources. La façon d'accompagner les boîtes sous portefeuille, elle a évolué depuis 15 ans ? Depuis 10 ans, c'est quelque chose sur lesquels les fonds investissent en propre, en direct, avec des scaling teams, en mobilisant des savoir-faire parfois externes qui seront peut-être plus pertinents parce qu'effectivement, ils ont les bons senior advisors. Comment ça se passe, l'organisation de l'apport en valeur, l'apport en soutien opérationnel au portefeuille dans les fonds aujourd'hui versus il y a 10 ans ? Alors, peut-être une illustration. Moi, j'ai été dirigeant de sociétés appartenant à Euraseo, CVC, il y a une bonne dizaine d'années et un peu moins. Il y a 10-12 ans, la création de valeur ou l'apport de l'aide opérationnelle du fonds était quasi inexistante pour moi. C'était plutôt des cabinets de conseil, des gros cabinets de conseil qui venaient. Et le fonds et le chef d'entreprise, le CEO, avaient ses propres objectifs avec cet alignement désaligné dont parlait Eric, qui est extrêmement intéressant, puisque effectivement, il ne faut pas se tromper. Et quand il n'y a pas co-investissement ou quand le management n'est pas forcément intéressé ou qu'il ne peut plus être intéressé, ça crée encore d'autres contextes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a totalement évolué. On voit bien avec la montée en puissance des operating partners qui vient des États-Unis et ce qui se passe aujourd'hui en France, si Alexandre veut développer. Non, mais on voit aujourd'hui effectivement qu'en France, on est passé, comme le disait Eric, du monde du conseil à un monde d'une expérience beaucoup plus opérationnelle pour adresser des sujets qui correspondent à des contextes et des complexités qui peuvent être différentes. On peut prendre des exemples de missions que l'on a menées récemment. On est intervenu récemment sur une mission post-levée de fonds pour l'assessment d'entreprise 360, trouver des nouveaux canaux de distribution. Ça, c'est un exemple concret. Je te laisse rebondir peut-être, Eric, sur d'autres sujets qu'on a fait dans des contextes peut-être plus complexes. Oui, enfin, pour revenir et peut-être passer la parole à Anne-Sophie et Eric, je pense qu'aujourd'hui, le sujet, il est vraiment de s'assurer que le CEO en charge, quel que soit le contexte, ait un appui. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose. On a un appui quasi intuitu personné avec le CEO. C'est-à-dire que le CEO nous C'est le CEO qui fait appel à vous, pas le fonds.
c'est plutôt le CEO qui fait appel à nous, avec ou pas recommandation du fonds. Nous ne sommes pas missionnés directement par le fonds. Notre modèle est plutôt un modèle où le fonds nous recommande, mais le CEO commande, Vous choisissez. dirige, parce que exactement dans l'esprit de ce que vient de dire Eric, c'est important. En fait, il se crée une relation intuitu personnée. Nous sommes là pour aider le CEO à résoudre un problème ou à aller plus vite. Ouais, je te rejoins complètement sur cette création intuitu personae avec le CEO. Nous, Brega, quand on a monté, quand le fonds a été monté, dès le départ, il y a eu cette équipe opération qu'après on a appelée Scaling. Et à l'époque, il y avait quand même très très peu de fonds qui avaient cet accompagnement sur la place en France. Et donc, depuis 10 ans, on l'a construit. Très concrètement, on a 3 programmes d'accompagnement. Un accompagnement type les fondations, toujours sur les mêmes verticales, RH, growth, finance, ESG, etc. Donc là, c'est les fondations. Un accompagnement de type programme d'intensité sur des programmes ad hoc, une fois qu'on... Des espèces de sprint, quoi. Ouais, des espèces de sprint. Après 1 ou 2 ans d'accompagnement, là, on passe sur des modes ad hoc, des problématiques de type stratégie, supply chain, pricing, stratégie, risk management, approche de rendre beaucoup plus scientifique les ventes, etc. Et puis, troisième approche, c'est l'approche coaching et mentoring qu'on développe là vraiment beaucoup depuis 3 ans. On accompagne en coaching, en mentoring, les C-level, les équipes de fondateurs, et on fait des alignements aussi entre les excom members. Et Magnifique. Eric, chez MBO+. Alors ta question est vraiment excellente parce que précisément si on revient Il y en aura au moins une. sur l'articulation entre création de valeur financière et création de valeur stratégique, la question qui se pose immédiatement après, c'est quelles sont les conséquences en termes de modèle opérationnel pour l'investisseur. Et je dirais de 2 choses l'une, soit l'investisseur considère qu'il doit prendre en charge la création de valeur stratégique, et donc d'une certaine manière se substituer aux dirigeants, et auquel cas c'est possible, mais ça a des véritables conséquences sur le modèle opérationnel de l'investisseur, avec un enjeu qu'on comprend assez bien, c'est que il ne s'agit pas d'offrir une solution générique à un problème spécifique. Un patron d'une boîte, c'est une personne, c'est un carnet, il porte une vision. Donc ça ne peut pas être une espèce de boîte à outils généraliste. C'est un modèle opérationnel beaucoup plus précis où je vais prendre les rênes de l'entreprise, je vais devenir patron de l'entreprise. Donc ce dont on parle, en fait, c'est des modèles de création de valeur, c'est-à-dire le développement d'une boîte à outils qui permet d'apporter de l'expertise sur un certain nombre de domaines en appui du dirigeant, dans le respect complet de sa mission, de son rôle, de ses spécificités, pour lui apporter à la fois des expertises qui ont pu être développées par ailleurs et qui viennent être mises en échelle par le fonds d'investissement. Et puis lui apporter aussi quelque chose qui est très, très important, qui est simplement ce regard extérieur, le fait aussi de challenger en permanence les vérités que développe chaque organisation, chaque organisme, et si elles ne sont pas en permanence confrontées à la réalité, deviennent des vérités dogmatiques. En fait, c'est ça aussi. Il y a ce rôle un petit peu de fou du roi, ce rôle de challenge extérieur qui est extrêmement important, qui permettent de sortir, encore une fois, le dirigeant, mais c'est vrai pour n'importe quelle organisation, de l'enfermement lié à sa propre rationalité lorsqu'elle n'est pas confrontée en permanence à la réalité. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde évolue très vite. On pourra parler sur les conditions d'exécution de la révolution que représente l'IA, mais je pense que ça va aussi ça va avoir des conséquences considérables, à la fois sur les modèles d'entreprise, mais aussi sur les modèles d'accompagnement. Et du coup, pour remettre en perspective ce que tu disais, au-delà de l'apport de création de valeur, qu'elle soit stratégique ou financière, même si d'avoir une équipe ou d'un vrai soutien opérationnel dans le fond, ça vient aussi, parfois, c'est une vraie solution de gouvernance lorsqu'il y a la mise sous tension entre le strat et la finance. Parce que quand tu as quelqu'un qui est un peu... C'est pas un juge de paix, l'operating partners, ou celui ou celle, mais c'est quelqu'un qui connaît le métier un peu. Donc ça vous fait... Ça peut aider. Tu as tout à fait raison, mais là aussi, ça dépend ce qu'on attend de cette équipe. Alors, on a parlé de l'apport d'expertise sur un domaine. Revenons 2 minutes sur une notion, par exemple, de plan à 100 jours. Voilà, le plan à 100 jours. De 2 choses l'une. Soit il s'agit de mobiliser l'entreprise au travers d'une
construction de valeur sur le moyen terme, c'est-à-dire de redéfinir ensemble les priorités, de mobiliser l'entreprise autour de ces priorités. Et là, je pense effectivement que l'apport extérieur, l'expérience est extrêmement... mais il ne s'agit pas de tout changer, il s'agit encore une fois de mobiliser l'entreprise et l'ensemble de ses ressources, de lui apporter un certain nombre d'expertises complémentaires au service du projet stratégique. Soit il s'agit de mettre en œuvre ce qu'on appelle des quick wins, et auquel cas, on est sur des sujets beaucoup plus anecdotiques, avec un risque, à mon sens, majeur, qui est de pas s'occuper des priorités, mais s'occuper de sujets totalement anecdotiques. Or, lorsque l'on fait un LBO sur des entreprises performantes, le sujet, c'est pas de tout changer, c'est plutôt de pas changer grand-chose. C'est de mettre de potentialiser, de maximiser, d'aller chercher le maximum de potentiel de l'entreprise. C'est pas de tout changer, parce que l'entreprise marche très bien. Donc, il y a un enjeu de mobilisation, il y a un enjeu de formalisation, il y a un enjeu d'apporter des expertises complémentaires, mais c'est sûrement pas de s'occuper de sujets finalement un peu anecdotiques qui sont de la responsabilité du dirigeant, auxquels on peut répondre par tel ou tel soutien ponctuel. Mais moi, je crois beaucoup plus effectivement à la mobilisation de l'équipe et de l'entreprise autour de priorités qui lui permettent de s'engager pleinement dans la réalisation de son projet stratégique. Quelque chose, peut-être, Mathieu, pour rebondir, quelque chose que l'on peut amener, en tout cas, nous, c'est une conviction forte, c'est l'expérience. Eric a cité le mot tout à l'heure. L'expérience, c'est le fait d'avoir déjà vécu des situations, de pouvoir contextualiser. C'est comme le sportif, le voileux qui va partir traverser l'Atlantique. Il peut faire toute la mentalisation préalable. Quand il va être en pleine mer, il va être confronté à des situations. S'il les a déjà vécues, il a une intuition, il a des réflexes qu'il n'aura pas s'il ne les a pas vécus auparavant. Et nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et que l'on essaye d'amener, c'est le fait, basiquement, de dire, nous, on l'a déjà fait. On n'a pas vécu toutes les situations, mais on a vécu des situations où il y a de la tempête, on a vécu des situations où il y a des 100 jours. Et effectivement, on ne va pas se substituer aux dirigeants, ça serait une erreur majeure, mais de recontextualiser, d'être un miroir, d'être un recul, encore une fois, d'être le meilleur ami des CEO pour qu'ils fassent son job. Et donc, in fine, qui contribue à la création de valeur. Si je peux ajouter quelque chose, il me semble qu'il faut d'ailleurs distinguer deux situations qui sont très différentes. Il y a les situations de sous-performance où fondamentalement le dirigeant est en échec en fait sur la mise en œuvre, sur le pilotage de son entreprise et la mise en œuvre du projet. Et auquel cas, le rôle du financier, c'est de trouver des conditions pour remédier. Et parfois, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de changer le dirigeant. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de reprendre en charge avec un nouveau patron le projet stratégique de l'entreprise. Ce qui, encore une fois, n'est pas du tout l'objectif du fonds. Ce qui n'est pas du tout l'objectif du fonds. Mais néanmoins, il peut y avoir des stratégies. Il y a des fonds qui se positionnent sur des stratégies de retournement, de situations spéciales, où, précisément, ils assument complètement le fait d'allouer peu de capital dans une situation compliquée. Donc, ça reste un métier financier d'optimisation, d'allocation du capital et de prendre en charge le redressement de l'entreprise. Ouais, on salue les fonds de retournement français qui font du bon travail. Et d'ailleurs, il y a aussi la situation dans laquelle on n'est pas du tout en turnaround, la boîte elle est sous LBO, par contre le manpack est dans les roses. Alors là, du coup, le manpack est dans les roses. Mais comment tu fais pour réaligner quand on est très très loin de la création de valeur et donc le management package qui est l'incentive qui permet un alignement des intérêts entre le management et le fonds, quand tu sais que tu seras hors cadre, est-ce que tu changes d'équipe ou tu renégocies le manpack peut-être ? Précisément, c'est là que tu dois faire la bonne analyse parce que le manpack, c'est un alignement sur l'objectif de sortie de l'investisseur, c'est pas un alignement sur la création de valeur stratégique. Et c'est bien là, c'est là où il faut avoir du discernement. C'est que, imaginons que le dirigeant soit, que le manpack soit effectivement dehors de la monnaie, soit parce que le business plan était totalement irréaliste, soit parce que précisément l'anticipation sur le comportement des acteurs financiers à 3 ans a complètement changé. Et soit un sujet exogène, une guerre. Voilà. Le marché. L'analyse que tu vas faire sur le dirigeant, la manière de remobiliser l'entreprise autour du projet et de le réaligner avec les intérêts de l'investisseur ne va pas être du tout la même que si le dirigeant est en échec sur le pilotage de son entreprise. Donc là aussi, il faut bien avoir en tête que les intérêts sont alignés, mais les missions sont différentes et les rôles sont différents. Et donc, voilà, comme toujours, un pacte se construit quand même dans la capacité à appréhender un système complexe qui comprend une infinité de paramètres, et non pas d'avoir des visions binaires ou manichéennes sur les sujets.
au service aussi des entreprises, enfin, de l'économie des entreprises. Finalement, un investisseur, il est là aussi, d'un point de vue un peu plus général, pour allouer de manière optimale les capitaux sur les meilleurs talents, les meilleurs projets, et puis faire tourner l'économie, favoriser les entreprises, l'entrepreneuriat, et créer de la valeur pour l'économie et la société. Allez, merci beaucoup pour ces... Donc on a fait une belle introduction sur les différents sujets liés à la création de valeur. On va rentrer vraiment dans le sujet. On aime bien, dans le Dealmaker Show, traditionnellement, demander à quelqu'un quel est le deal de sa carrière. Alors là, je vais vous demander quel est le best case que vous ayez fait, que vous ayez vu, que vous ayez mis en place pour de la création de valeur, chacun dans vos structures. Alors, on commence peut-être par Anne-Sophie. Chez Brega, votre use case super en termes de création de valeur qui illustre très bien cet accompagnement de cette équipe que vous avez mis en place dès le début. Oui, alors j'ai plutôt envie de prendre un anti-exemple quand même, mais qui illustre quand même ce qui se passe en ce moment et le contexte de marché. Parce que finalement, les entrepreneurs doivent aussi prendre des décisions hyper difficiles parfois, qui sont des plans d'efficacité opérationnelle et donc des plans de réduction de leurs équipes. Dans la tech, ça a été un vrai apprentissage depuis 2-3 ans. Exactement. Et pour autant, des décisions qui sont ultra saines et pas toujours faciles à prendre. Nous, on est quand même dans des contextes assez souvent de primo-entrepreneurs. Donc, c'est assez compliqué pour eux. Et donc là, nous, on intervient à la fois pour coacher les entrepreneurs sur les éléments de langage, sur comment on pilote ce plan, comment on l'exécute, ce plan. On accompagne également dans l'exécution du plan, l'annonce en collectif, l'annonce en individuel. Et puis, surtout, cette décision, on la prend pour qu'il y ait un refocus autour du projet initial, qu'il y ait un alignement sur le cap, qu'il y ait une vision et de recentrer les équipes sur ce projet. Ça, typiquement, ça illustre énormément toute la valeur qu'on peut apporter dans un contexte difficile où peut-être que l'entrepreneur pense qu'il est au bout, qu'il n'y arrivera pas. Et finalement, il exécute cette décision. Et derrière, il y a un recentrage, un refocus, et la boîte repart sur de la croissance. Et le rôle de Brega, il se situe où le rôle principal de Brega dans cette décision ? Dans la décision. Dans l'accompagnement à la décision, quoi, qui est pas... Ouais, nous, on est minots, de toute façon. En revanche, dans l'accompagnement sur la décision, c'est beaucoup de coaching, beaucoup de mentoring, beaucoup de prise de recul, beaucoup de travail sur la conviction qui fait le bon choix. Il est essentiellement là, en tout cas, au niveau scaling. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alexandre, pour le best use case sur de la création de valeur. Je vais passer la main à Eric parce qu'on a un joli sujet en ce moment. Magnifique. Et que tu traites en direct. Oui, tout à fait. C'est un sujet dans la tech et dans le monde financier. En fait, on est dans une entreprise qui a levé beaucoup d'argent et qui, dans le domaine du B2C, souffre. Et en fait, le sujet, c'est comment je fais un pivot B2B. Alors, jusque-là... c'est assez simple à imaginer. Situation bien envisagée, je pense, dans beaucoup de pivots. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, pourquoi ça marche, donc cette société a fait appel à nous, à la fois expérience, expertise, et puis aussi confiance. Et pourquoi ça marche ? Parce que plutôt que de faire un plan slide et compagnie, on a pris des équipes, on est allé sur le terrain, on est allé voir des acteurs du B2B, on a vu les équipes de l'entreprise qui s'en occupaient, on a reconstruit un plan ensemble avec 4 KPI qui sont suivis, avec un système de reporting qui va bien. Et aujourd'hui, sans dévoiler trop de chiffres, il fait 10 à 15% de son chiffre là-dedans, et surtout sa croissance se fait là-dedans avec une rentabilité qui est 2 fois supérieure. Voilà, donc to be confirmed, mais il y a un bon mouvement. Donc un exemple de création de valeur très opérationnelle, c'est le pivot, le pivot important, B2C, B2B, et la mise en place des KPIs qui vont avec, ce qui fait encore une fois écho avec ce que vous disiez sur l'axe performance derrière de suivi. Eric, chez MBO+, de votre côté, le best use case en création de valeur ? Je ne vais pas forcément te parler du best use case, même si c'est une opération qui a été très brillante, mais j'ai envie de te parler d'une société qui s'appelle BCF Life Science, dont nous sommes sortis l'année dernière. Donc c'était un parcours de 5 ans. BCF Life Science, c'est un cas intéressant. C'est une société, historiquement, c'était une filiale d'un groupe, donc une société très industrielle qui transforme des plumes de volaille pour les synthétiser en acides aminés. Acides aminés purs et des mix d'acides aminés, donc ils trouvent des applications en santé animale, santé humaine et en biostimulants, donc fertilisants bio, pour le dire simple. Lorsque nous avons rencontré l'équipe de management, elle avait repris cette société plutôt dans une situation de retournement,
Elle avait opéré son retournement et elle engageait un nouveau projet stratégique. Elle avait identifié en fait que ces produits étaient des produits qui avaient une valeur très importante, avec notamment des formules qui avaient une composition unique, à laquelle elle pouvait apporter beaucoup de valeur justement dans des logiques de produits et de formulation pour la santé humaine, animale ou pour les biostimulants. Et nous, on a cru cette histoire stratégique de transformation d'une entreprise industrielle, en gros une entreprise de formulation, une entreprise de recherche clinique, une entreprise. Et je pense qu'on était à peu près les seuls à voir cette entreprise sous cet angle, là où globalement les autres investisseurs les voyaient comme une entreprise industrielle avec beaucoup de capex qui générait peu de cash flow. Ce qui nous a permis en fait de créer un pacte, d'abord je pense d'investir dans des bonnes conditions, et finalement le métier d'investisseur c'est aussi de bien acheter, de créer un pacte extrêmement fort, extrêmement puissant avec l'équipe de management, et d'allouer une bonne partie des ressources pour accélérer cette transformation, c'est-à-dire investir dans des équipes de recherche, investir dans des études cliniques et transformer cette entreprise. Mais quand je dis transformer, c'est le management qui l'a transformé. C'est-à-dire qu'on a cru dans le projet stratégique et on a décidé d'allouer des ressources pour faire évoluer l'équilibre de l'entreprise dans ce sens-là. Et ça a formidablement fonctionné. Ça s'est matérialisé par une sortie stratégique qui a matérialisé d'ailleurs une prime stratégique très significative par rapport à la valeur financière, puisqu'il y a eu quelques tentatives, quelques approches d'investisseurs financiers, et que la matérialisation de cette valeur stratégique cette prime stratégique était tout à fait significative. Voilà, donc ça c'est une alliance intéressante, c'est à la fois il y a le geste d'investisseur, il y a l'association avec une équipe de management qui pilote le projet, il y a le fait de voir quelque chose de manière un peu différente, c'est-à-dire en fait, on construit aussi sa réalité en portant un regard sur les choses, voilà, en ayant un point de vue sur les choses qui est un tout petit peu différent, enfin en tout cas qui est singulier, et puis après on le met en œuvre. Et l'alliance de tout ça fait une très belle opération, et puis aussi une entreprise qui se développe, donc qui a bien sûr un impact très positif sur l'ensemble de son... Et qui a été pérennisé, même si... qui a été pérennisé, qui a maintenant rejoint un grand groupe européen côté... Voilà, On donne un TRI ou pas? Oui, c'est un très très beau TRI. Ouais. C'est un très très beau TRI. On a dû faire... on a multiplié la valeur de notre investissement par 4 en moins de 5 ans. Voilà. Enfin, donc c'est très bien. Il y a eu un grand nombre de plus belles opérations. C'est une très belle opération. Mais ce que je voulais aussi illustrer un peu la manière dont on a conduit cet investissement et dont on l'a réfléchi du point de vue de l'investisseur, et comment justement sur quel type de pacte s'est créé le lien avec l'équipe de management. Et depuis le début, tu nous parles de mise sous tension, mais là, justement, c'est le fait qu'entre le strat et le finance, c'est que tout s'est bien passé. Voilà, avec une gouvernance qui a été adaptée au projet, un pilotage justement du projet stratégique au travers de cette gouvernance, et puis effectivement une allocation de ressources adapté aux chantiers prioritaires qui avaient été identifiés qui étaient inscrits dans le pacte stratégique et le pacte d'associés passé avec cette équipe. On a quand même là, du coup une grosse création de valeur sur une nouvelle activité qui est plus, comme tu le disais, sur une partie plus de R&D, immatériel. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu du build-up? Il y a eu, ou alors ça s'est fait vraiment en organique. Il n'y a eu aucun build-up. Aucun build-up en plus. Aucun build-up, mais il se trouve que le fait de donner de la valeur à ces produits, à la formule, de les appuyer sur des études cliniques, a donné énormément de valeur à produit. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur du produit, ça a permis d'externaliser la valeur du produit de manière considérable. Donc en fait, une bonne partie de la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité s'est fait au travers de la valorisation des formules. Il faut savoir qu'il y a encore 10 ans, ces produits étaient des sous-produits qui étaient... oui, qui étaient une commodité. Qui étaient une pure commodité. Voilà, et sont transformés dans des produits qui rentrent aujourd'hui dans la composition de médicaments, qui sont des médicaments essentiels en industriels. Attention à ce que vous avez dans les entrepôts parfois. Ou pour nourrir des chiens ou des chats, et qu'ils aient le poil soyeux, puisque quand le chien a le poil soyeux, le maître est très content. Mais parfait. Et il revient. On reviendra dans un instant sur la partie build-up, peut-être pour clôturer cette émission. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler quand même d'un use case ou
En fait, je pense que plus qu'un use case en particulier, Enfin, best case, quoi. best case, on en a parlé rapidement avec Eric sur un des gros qu'on a. On a une pluralité aujourd'hui de sociétés qu'on accompagne. Sans faire de paraphrase, on a des sociétés qui vont bien, qui cherchent à accélérer, ouvrir des canaux de distribution, d'autres qui cherchent à optimiser la valeur opérationnelle, et d'autres qui sont en moins bonne situation. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, j'ai envie de dire. Ce qui compte, en fait, c'est le setup. On a parlé de l'expérience avec Eric. Aujourd'hui, on a des associés qui sont tous aussi des anciens dirigeants au sein d'Exé. On a ce qu'on appelle les preferred partners, qui ont une expertise reconnue au niveau national ou international. Sur des secteurs spécifiques. Alors, on a des compétences métiers, par exemple dans l'IA opérationnel, dans l'ESG. Donc on fait intervenir ces acteurs-là avec nous pour identifier des leviers de croissance de manière agnostique. On n'est pas là pour faire de la théorie, on est là vraiment pour générer de l'impact. Chiffre d'affaires, EBITDA, pour n'en citer que quelques-uns, ou multiples de valorisation. Donc quand on intervient avec ces preferred partners aussi. Et puis on s'appuie aussi sur la force des métiers du groupe, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'aller chercher des C-level, des dirigeants en intérim pour les remplacer, ou faire de la formation leadership. Et donc en fait, tout ça fait que on a des secteurs de prédilection, évidemment, les services financiers, on en a parlé, assurance, finance, c'est notre cœur de métier. On a aussi le SaaS, sur lequel on intervient beaucoup, et le secteur de la santé qui se développe de plus en plus, et l'industrie. On a eu des use cases dans l'industrie, dans des belles PME ou dans des grands groupes internationaux. À la fin, ce qui compte finalement, c'est l'humilité, le pragmatisme, pour toujours finalement arriver avec une approche autour de l'humain, autour des roadmaps opérationnels. Je pense que là-dessus, la simplicité fait le succès. Et puis sur la tech opérationnelle. Alors on a beaucoup entendu parler d'IA. L'IA, ça change les choses en termes de value creation. C'est un truc sur lequel les fonds et les participations travaillent beaucoup, j'imagine. En fait, l'IA, j'ai envie de dire, on en entend parler beaucoup. Nous, on aime bien la mettre en pratique. C'est-à-dire que l'IA, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va améliorer les reportings, comment on va améliorer, par exemple, le service client, comment on va améliorer, par exemple, le pilotage des risques avec des gains que les entreprises vont pouvoir mesurer. Donc on n'est pas des théoriciens de l'IA, on est des praticiens de l'IA, et comment on va le faire de manière éthique. C'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais enfin l'IA c'est une réalité. On est en capacité, que ce soit sur les volets ESG, IAC, de regarder ces sujets sous un angle réglementaire avec des preferred partners qui sont des experts. Encore une fois, on n'est pas des hommes orchestres. Mais en fait, tout ce setup-là, pour revenir à ta question sur l'IA, oui, l'IA change les choses. En revanche, ce qui ne change pas, c'est qu'il faut toujours se poser la question de finalement comment on déploie ça avec des outils concrets, pragmatiques, dans une logique opérationnelle. Merci. De rien. Si je peux intervenir à ce stade, sur l'IA, il me semble qu'on est peut-être à la veille d'une rupture beaucoup plus forte que ça. Au sens où si effectivement, si l'IA propose au travers d'agents une infinité d'agents intelligents et réduit l'exécution, le coût de l'exécution dans des proportions considérables, tout en améliorant la qualité de l'exécution, l'articulation entre l'idée, la stratégie et l'exécution change complètement. C'est-à-dire que l'idée un peu répandue que l'idée finalement compte peu, tout est en exécution, va s'inverser. Je rappelle que Sam Altman, alors je ne sais pas si c'est un devin, mais enfin il annonce la première licorne unipersonnelle constituée à partir d'un portefeuille d'agents IA. On verra si ça arrive, mais ça montre bien que, en fait, notamment dans les métiers et dans toute l'économie de l'information, en fait, il peut y avoir une rupture entre les sociétés IA native et les autres. Alors ça, vous l'anticipez comment au niveau... alors là, on parle de demain, mais ça, c'est énorme ce que tu dis, parce que acheter le BP d'un banquier d'affaires qui te vend une boîte, c'est quand même derrière faire peser beaucoup de risques sur l'exec et se donner une conviction d'investissement et derrière d'exit. Avec ce que tu dis, ça change quoi sur demain ? Ça veut dire qu'on va s'autoriser plus à rêver sur un deal, les comités d'invest vont être moins compliqués, ou alors au contraire, il va y avoir un partenaire IA qui va être dans la salle pour valider le truc et on va se retourner vers lui à la fin avant de valider. Comment ça se passe du coup ? Non, mais tu as tout à fait raison. Ça, je pense que ça a des conséquences potentiellement qu'on ne mesure pas encore, mais qui sont potentiellement considérables. D'abord, je voudrais juste préciser un truc. Nous n'achèterons jamais les BP des banquiers d'affaires, puisque nous construisons notre propre BP. C'est un des enjeux, c'est de construire sa propre conviction et son propre Bien BP. sûr.
Donc, Non, mais c'est précisément- intermédiaire. Tu as une VDD qui est faite, qui te Mais présente bien un sûr, truc super mais justement, formidable. mais bien sûr, mais j'ai essayé d'expliquer tout au long de cet entretien qu'un des enjeux pour l'investisseur, c'est de penser par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais penser par soi-même, ça, c'est quand même important. Effectivement, tu as tout à fait raison sur le fait que ça a des conséquences importantes. Et moi, je distinguerai effectivement les métiers traditionnels qui vont être impactés par l'IA sur des enjeux de productivité, c'est ce que tu disais, et tous les métiers qui sont des métiers dans lesquels les investisseurs financiers, qui ont la faveur d'investir, tous les métiers liés à l'économie de l'information, qui sont potentiellement les métiers les plus en danger, en fait, de la rupture de l'IA, paradoxalement. Or, on a vu que le comportement des acheteurs est beaucoup un comportement lié à la vision qu'ils ont de la concurrence sur les prix et de l'anticipation des acteurs. Ce qui peut changer, c'est que si on pense que l'exécution est divisée par 20 et que la valeur des IA, que les entreprises IA initiatives vont remplacer les autres, l'anticipation, c'est que dans 5 ans, l'entreprise qui a été créée à 5 ans ne vaudra plus rien. Donc c'est un bouleversement potentiellement absolument considérable. On passe la parole, si vous le voyez bien, messieurs, à la seule ici qui bosse tous les jours que dans la tech, qui est Anne-Sophie. Et on a 1 minute 30 devant nous. Anne-Sophie, ta vision par rapport justement à ces sujets d'IA et d'impact dans vos portefeuilles. Bon, évidemment, vous avez des boîtes qui sont natives IA, j'imagine que vous regardez, voire dans lesquelles vous avez déjà investi. Mais comment, en tant qu'investisseur, vous vous appropriez le thème IA ? Ouais, alors effectivement, on investit dans l'IA. Faut quand même savoir qu'on investit dans très peu de deals par rapport au nombre de dossiers qu'on reçoit, évidemment. Nous, l'IA, évidemment, on accompagne les entreprises dans les plans de transformation, comment exécuter mieux. Tu en as parlé tout à l'heure sur les sujets de service client, etc. Donc, c'est comment on exécute beaucoup plus rapidement. Il y a quand même un énorme accompagnement humain dans cette transformation, comme dans cette transformation, mais dans l'adoption, absolument. C'est l'adoption la clé. Effectivement, on a des collaborateurs au sein des startups dans lesquelles on investit qui ne veulent pas du tout prendre ce pli de l'IA, qui ont extrêmement peur, même si on est dans des boîtes tech, mais qui imaginent leur job de développeur complètement remplacé, etc. Donc il y a énormément d'accompagnement, de pédagogie, etc. pour pas rater ce virage. Voilà. Il y a un point sur lequel faire le lien en 10 secondes entre Eric et Anne-Sophie qui est hyper important, qui a été mentionné, c'est le rôle du dirigeant, des équipes dirigeantes. Certes, il faut déployer l'IA pour être plus opérationnel, efficace, mais ça pose quand même la question de comment je fais évoluer mon modèle stratégique par rapport à des fonctionnalités dont je n'ai même pas idée des fonctionnalités futures. Quand tu es dirigeant à Paris, en province, sur de l'industrie lourde ou sur n'importe quel domaine de service, être au point sur l'IA, c'est un enjeu pour tout le monde aujourd'hui. Évidemment, je termine cette émission d'abord en vous remerciant. Merci, chers Eric, merci Anne-Sophie, merci Alexandre. N'hésitez pas à revoir cette émission sur bismart.fr pour ressaisir tous les points qu'on a évoqués en sujet de création de valeur. Pour aller plus loin sur l'IA, évidemment, c'est sur Smart Tech. À tout de suite sur Bismart for Change.